Bonjour et merci de nous avoir rejoints, que vous soyez dans cette salle ou derrière votre écran. Nous sommes heureux de vous accueillir pour une rencontre qui s'intitule Entre deux mondes et pour laquelle je suis entourée de jeunes et talentueuses femmes. Je suis même impressionnée. Donc je vais vous les présenter tout d'abord. Abigail Assor, qui est née à Casablanca, qui a fait une prépa littéraire à Paris, au lycée Henri IV, des études de sociologie et de philosophie à Londres, ce qui rajoute une langue supplémentaire, si j'ai bien compris, et qui a travaillé dans la communication culturelle et l'art contemporain, un petit peu comme Émilie à une époque aussi. Et vous habitez en France maintenant, Abigail? Oui, j'habite à Paris. Voilà. Et Abigail a sorti, je vais présenter leur livre, c'est important, Aussi riche que le roi. C'est un livre paru aux éditions Gallimard, son premier roman. Voilà. À côté d'elle, vous la connaissez, vous l'avez vue déjà plusieurs fois pendant ce congrès, parce qu'elle en est la présidente, elle est la présidente du comité littéraire, et puis Leïla Slimani. Leïla, toute cette histoire est partie finalement d'une rencontre avec Michel Lebris, qui a initié tout ce congrès. Bon, alors il y a eu quelques petits déboires, évidemment, la pandémie, etc., et qui faisait qu'on repoussait sans arrêt, mais je sais que tout le monde tenait un petit peu à ce que ce congrès se déroule quand même. Et malheureusement, notre cher Michel ne l'aura pas vu. Bon, enfin, il est quelque part par là, il regarde ce qui se passe. Tel que je le connais. Alors, vous êtes née à Rabat, au Maroc, Leïla. Vous vous installez en France en 1999 pour poursuivre des études de littérature et de sciences politiques. Vous êtes journaliste de formation, longtemps à Jeune Afrique. Et votre premier roman sort en 2014 dans Le Jardin de l'Ogre. Il reçoit déjà un bel accueil, je crois. Et ensuite, bien sûr, il y a eu le deuxième roman, Une chanson douce, qui reçoit le prix Goncourt en 2016. En 2020, il y a Le pays des autres, dont la première partie, on y reviendra peut-être, s'intitule La guerre. Ça veut dire qu'il y aura une suite, donc. Et puis aussi ce livre, alors voilà, Le pays des autres, c'est celui-ci, et puis aussi ce livre, très intéressant pour préparer une rencontre comme celle-là, parce que vous parlez beaucoup de l'écriture. Le parfum des fleurs, la nuit, c'est dans la collection Ma nuit au musée, et on y reviendra tout à l'heure. Et puis à côté de moi, Émilie Prophète. Émilie est déjà venue sur le plateau ici également. Elle est née en Haïti, elle vit toujours en Haïti, elle travaille à Port-au-Prince, elle est romancière, poète, journaliste, elle a été directrice du livre, directrice de la Bibliothèque nationale, et c'est vrai que je peux le préciser aussi, qu'elle a été directrice exécutive du Festival Étonnant Voyageurs on a fait plusieurs éditions à Port-au-Prince en 2007, en 2010, malheureusement, nous y étions, mais les auteurs ne sont jamais arrivés puisqu'il y a eu le tremblement de terre. Et puis nous y sommes retournés en 2012, voilà. Et tu as dirigé donc aussi la Bibliothèque nationale. Les livres d'Émilie sont édités chez Mémoire d'Encrier. C'est une maison d'édition qui est dirigée par un Haïtien. Ils sont partout, ces Haïtiens. Rodney Saint-Éloi. Et tu as reçu le prix du rayonnement de la langue française par l'Académie française. Et le nouveau roman d'Émilie, que voici, qui s'intitule Les villages de Dieu, paru donc chez Mémoire d'Encrier, je perds ma voix, pardon, et dont on parlera tout à l'heure, un livre qui a été encensé par Daniel Laferrière. Voilà, la caution de Daniel Laferrière de l'Académie française, c'est pas mal quand même. Voilà, et puis, loin de nous, où est-elle? On va la voir, je pense. Coucou, Kim Thuy, trop contente de la voir aussi. Kim Thuy, qui est née à Saigon, qui a quitté le Vietnam avec les Boat People à l'âge de 10 ans et s'est installée au Québec avec sa famille. Kim est diplômée en droit et en traduction. Elle a exercé de nombreux métiers, ça va de couturière à patronne de restaurant, en passant par plein d'autres choses. Son premier roman, je ne sais jamais si on prononce Rue ou Roux, R-U.
Les deux fonctionnent justement entre les deux mondes. Formidable. Alors, roux Roux. en vietnamien et puis rue en français. D'accord. Et c'est ton premier roman qui paraît en 2009 et qui a reçu le prix du gouverneur général. Ensuite vient Moon, Moon, Man, Man, en 2013, puis Vie en 2016. Et ce dernier, M, qui vient de paraître chez Liana Levy. Ils sont tous édités par Liana Levy. Mais alors, c'est toujours surprenant parce que on peut peut-être dire un mot des titres si courts, des titres voilà, ramassés comme ça, c'est assez rare. simplement parce que la langue vietnamienne est monosyllabique et donc il n'y a jamais plus qu'un son par mot. Déjà, ça m'aide un peu pour les noms très très courts, les titres très très courts, mais j'essaie toujours de trouver un mot qui fonctionnerait dans les deux langues, ou parfois en anglais, je vous dirais, pour man, qui est en anglais ça veut dire Oui. man, et je vis au Canada, au Québec, et donc l'anglais est omniprésent, en fait, dans notre quotidien. Et donc, c'était facile de trouver voilà, un dénominateur commun entre les Donc, deux langues. Kim vit en 3 langues, elle aussi, français, anglais et vietnamien. Oui, voilà. Abigail, anglais, français et arabe. Oui, l'arabe marocain qui s'appelle le Darija. Voilà. Et puis Leïla. Moi, essentiellement en français chez Oui. moi, mais oui, je parle l'anglais. Quand je travaille dans des pays anglophones et que je fais des conférences, je fais tout en anglais. Je parle aussi l'espagnol et le portugais et Darija. Formidable. Et Emily parle le créole. Le créole, le français, et comme je travaille dans la propriété intellectuelle, la plupart du temps, c'est en anglais. Ah oui, j'ai oublié de préciser que tu t'occupes des droits d'auteur là maintenant. C'est important aussi pour les écrivains. Alors cette rencontre s'intitule Entre deux mondes et j'avais tout de suite envie, parce que apparemment vous vivez entre deux mondes, mais est-ce que vous le ressentez comme ça? On commence par Leïla, parce que Leïla, c'est encore un des thèmes qui a été décidé par l'équipe, par le comité littéraire, etc. Est-ce que vous vous sentez vivre entre deux mondes, Leïla? Je ne sais pas si je me sens vivre entre deux mondes qui seraient, par exemple, opposés ou face à face, et moi, je serais dans une sorte de no man's land entre les deux. Disons plutôt que je me sens vraiment citoyenne du monde. Je me sens partout, plus ou moins chez moi, et partout étrangère. C'est pas que je vis entre deux mondes, c'est que je vis dans aucun monde. Je n'ai pas l'impression d'avoir un terroir ou d'avoir un territoire. J'ai pas du tout l'impression d'avoir des racines. Alors j'ai des souvenirs. Par exemple, le Maroc, pour moi, c'est le territoire des souvenirs, le territoire de l'enfance. Donc il est évidemment un territoire qui, sur le plan des émotions, est très fort. La France, c'est le pays dans lequel j'ai plutôt fait ma carrière professionnelle, dans laquelle j'ai eu mes enfants, donc il est attaché à autre chose. Mais aujourd'hui, par exemple, je vis au Portugal, dans lequel je me sens tout aussi bien, et j'ai le sentiment que je pourrais vivre partout ailleurs. Et ce sentiment d'étrangeté n'est pas du tout dérangeant pour moi. Il est au contraire très fertile, à la fois pour l'écriture et même pour ma personne, même intérieurement. Je trouve ça bien. Et je crois que c'est la littérature aussi qui m'a apporté ça. Je disais à Émilie hier que moi, quand j'étais petite, par exemple, quand j'étais adolescente, je pensais que j'étais haïtienne. Parce que j'avais lu tellement de livres haïtiens que pour moi, j'étais haïtienne. Et puis ensuite, j'étais persuadée que j'étais russe parce que j'ai commencé à lire énormément de livres russes. Et je me rappelle que j'étais à l'école à Rabat et que je lisais Dostoïevski, je lisais Tolstoï, je lisais Gogol. Ça m'a tellement obsédée que j'ai voulu absolument commencer à m'habiller comme une Russe. Donc ma mère m'avait trouvé une vieille chapka, je mettais un gros manteau et puis elle achetait des grands cornichons. Je voulais manger que ça, des cornichons et des oignons. Et vraiment, j'avais un rapport comme ça à la littérature tellement... Je fusionnais totalement avec les univers dans lesquels je plongeais. Donc finalement, je vis pas entre deux mondes, je vis dans plein de mondes parallèles parce que je vis beaucoup dans les livres. C'est formidable. Et même question, donc pour Abigail, Assor. Alors, je partage avec Leïla ce sentiment d'être à la fois partout et nulle part. Moi, je mets tout ça sous le mot d'exil. J'ai l'impression que je porte un exil un peu permanent et qui me mène donc de pays en pays. Et qui finalement, l'exil lui-même est mon pays. Et je trouve ça intéressant ce que tu dis par rapport à la littérature qui à chaque fois t'a donné une forme de sentiment d'appartenance.
Moi, parfois, j'ai eu l'impression que l'écriture aussi était une forme de pays, parce que quand on écrit un livre, on n'est jamais seul et on n'est jamais nulle part. On est toujours quelque part. On a toujours un ami. Et où qu'on soit, l'écriture du livre t'accompagne comme une terre, comme une nation, comme un peuple. Et je dirais que c'est peut-être ce qui crée le lien, dans mon cas, entre mes différentes appartenances, mes différentes identités. Alors, on va poser la question à Kim Thuy avant d'arriver à toi. Emily, si tu veux bien. Kim, qu'est-ce que tu réponds à cette question ? Oui, quand j'ai vu le thème, je me suis dit, mais c'est pas entre les deux mondes, mais plutôt avec tous ces mondes-là, tous ces univers très, très différents. Et pendant longtemps, je pensais que j'étais assise entre deux chaises ou entre les trois chaises, les trois cultures. Et un jour, c'était un journaliste à Grenoble, je me souviens encore, qui m'a dit, ben non, l'identité culturelle, ou sinon, n'est pas déterminée par une géographie. On n'a pas besoin de connaître une culture parfaitement pour s'identifier à cette culture-là. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé que j'ai mangé assez de bacon et de fromage au Québec pour m'asseoir sur toutes les chaises et non pas seulement entre les chaises. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, je détermine vraiment mon identité culturelle selon mon amour pour cette culture-là. Si j'aime assez, ou sinon, selon moi, cet amour-là est assez inconditionnel, ben, elle devient mienne. Et donc, oui, la culture québécoise est certainement sous ma peau, et la culture vietnamienne coule dans mon sang. Et puis la culture canada-anglaise, hein, je vous dirais, ou canadienne-anglaise, se trouve quelque part, sur mon corps. Elle est moins intégrée que les deux autres cultures, mais elle est là parce que c'est dans le quotidien. Et donc, oui, puis le problème, c'est que chaque fois que je voyage, après 24 heures, le pays où je me trouve devient mon pays. Très souvent, j'oublie que je n'habitais pas du tout l'endroit. Mais c'est formidable. Je ne parle pas du tout la langue, mais c'est pas grave, j'adore. Voilà. Et alors, Emily, j'en arrive à toi pour la même question. Moi, je suis une personne ancrée dans un territoire qui est Haïti, et j'aime me définir comme une prédatrice généreuse. Je voyage. Je savais en venant en Tunisie que je tomberais amoureuse de ce pays, et c'est effectivement arrivé. Je suis une fille facile aussi, je tombe amoureuse très vite. J'ai aimé le Bénin, j'ai aimé le Maroc, la France. Je me sens chez moi à New York, mais avec un ancrage certain qui est Haïti. C'est de là que j'écris, et après, il y a plein d'infidélités, mais passagères. Et le meilleur moment du voyage, c'est toujours le retour vers ce pays que je connais si bien, où je suis née. Alors, donc, je résume, vous êtes toutes des femmes du monde, dans le bon sens du terme, bien sûr. C'est formidable. Par contre, j'ai essayé de retrouver, mais je ne l'ai pas gardé, une citation de Velibor Kolic, Velibor aurait dû être avec nous. Malheureusement, il y a eu des problèmes à l'aéroport, il n'a pas pu nous rejoindre. Velibor Kolic, qui est bosniaque, qui vit en France, qui a déserté pendant la guerre et qui est venu vivre en France, dit que lui, partout, dans tous les pays où il est allé, sa grande souffrance, finalement, c'était pas de s'adapter. C'est quelqu'un qui est très drôle, qui est très vivant, qui s'adapte très bien dans un endroit, mais il avait des difficultés avec la langue, parce qu'il ne parlait qu'une langue. Votre richesse à vous toutes, je crois, et la facilité par laquelle vous vous installez, où vous vous sentez bien dans un pays, c'est peut-être parce que vous parlez la langue, non ? En fait, paradoxalement, moi, la langue est aussi ce qui a fait de moi une étrangère dans mon propre pays. C'est-à-dire que moi, quand j'étais à la maison, quand j'étais enfant, je parlais le français avec mes parents, mon père et ma mère. Alors, ma mère est moitié française, moitié algérienne, et mon père est marocain. Et vers l'âge de 8 ou 9 ans, j'ai perçu qu'il y a
qu'il y avait une forme de bizarrerie, d'étrangeté dans le fait que je parle français alors que j'étais marocaine. Et donc j'ai posé la question à mes parents et je l'ai posée d'une manière un peu agressive. J'en voulais à mes parents. J'avais envie de comprendre pourquoi, moi, je parlais français avec eux, pourquoi on ne parlait pas l'arabe et pourquoi on n'était pas plus ancré dans ce pays, pourquoi on n'appartenait pas, pourquoi on vivait dans cette espèce de bulle qui était une bulle liée évidemment à une classe sociale, mais qui avait pour conséquence qu'on vivait aussi dans une bulle culturelle et qu'on était un peu à l'écart. Et les gens me disaient, parfois méchamment ou parfois pas méchamment, juste comme ça, comme un constat, que je n'étais pas une vraie Marocaine. Et c'est quelque chose qui me blessait énormément et j'avais l'impression que c'était aussi lié à cette langue qu'on parlait et à cette bulle dans... La langue est quand même une clé. Oui, et puis moi je me souviens que mon père m'avait raconté que lui, mon père a eu des fonctions, il a été ministre à un moment, il avait eu besoin de faire un discours, je crois que c'était dans les années 70, il devait faire un discours en arabe classique et mon père ne parlait pas du tout l'arabe classique, enfin ne maîtrisait pas l'écriture de l'arabe classique, il avait dû demander à un ami de lui écrire en phonétique pour qu'il puisse le dire, donc il y avait cette espèce quand même de chagrin, et Tel Adnan que je cite dans le livre, elle dit je pense à l'arabe comme un paradis perdu. Moi c'est vrai que j'ai longtemps eu le chagrin et même le complexe de mal maîtriser ce que je considère quand même comme ma langue, alors que malheureusement ça ne l'est pas puisque je ne la maîtrise pas. Donc la langue a d'abord été pour moi, m'a d'abord rendue étrangère. Et ensuite, ensuite j'ai appris des langues et c'est peut-être ça qui a fait que j'ai eu appris une telle appétence pour les langues. Je ne sais plus qui est-ce qui a dit, je crois que c'était hier, quelqu'un a dit les langues c'est comme les fenêtres, plus il y en a dans une pièce et plus la pièce est éclairée. C'est un petit peu cette idée qui m'a guidée. Alors, on a parlé de vivre entre deux mondes, c'est-à-dire vivre parfois entre deux pays. Mais finalement, quand on rentre dans vos livres, à toutes les trois, on s'aperçoit qu'on peut vivre dans un pays et vivre aussi entre deux mondes. On peut parler du livre d'Abia Assor, où l'héroïne vit entre deux mondes, en quelque sorte. Elle est au Maroc. On peut expliquer un petit peu le résumé, dire qu'elle est issue de milieux, elle est française, mais issue de milieux très, très modestes, très populaires. Elle vit dans un quartier. Comment s'appelle-t-il déjà le quartier ? Haï Mohamedi. Ouais. Juste à côté du quartier riche, etc. Et elle vit entre deux mondes. Et son obsession, c'est de quitter un de ces mondes pour celui-là. Vous vouliez raconter cette difficulté parfois à être dans un monde dans lequel on n'a pas envie de vivre, quoi. J'ai été frappée, en tout cas en vivant au Maroc, de voir à quel point, comme dans beaucoup de pays, le déterminisme social était violent, puissant, et à quel point les inégalités étaient creusées. Et je pense que, notamment lorsque on fréquente les milieux ces milieux qui sont en fait des dominants, je pense que ça peut être extrêmement violent de constater qu'on ne fait pas partie de ce 1% qui règne sur le Maroc. Et il se trouve qu'au Maroc, ce 1% règne vraiment. Et c'était important pour moi en fait, de pointer ces inégalités-là, de voir où elles se nichaient. Et j'avais aussi à cœur de montrer que Sarah, qui est le personnage principal et qui donc cherche à s'extraire de sa condition sociale par un projet de mariage, elle n'aurait pas pu fréquenter ces classes sociales si elle n'avait pas parlé le français. Donc c'est aussi un livre où l'insécurité linguistique est au cœur du sujet. Et je rebondis sur ce que disait Leïla, le français au Maroc, c'est vraiment la langue de la bourgeoisie, et donc c'est une langue qui cristallise beaucoup de honte, beaucoup de violence sociale, beaucoup de domination, et qui est en même temps ma langue. Mais je ne peux pas m'empêcher de voir qu'elle est le produit d'un long de 44 années de protectorat, et qu'il y a quelque chose de l'ordre de la violence dans le fait que, par exemple, toi et moi, on parle le français en première langue. Et dans le livre, on verra qu'elle va perdre quelques illusions aussi, parce que comme elle est française, elle se pense de ce monde plus luxueux, plus facile, etc. Mais il ne suffit pas de parler la langue quand même pour... voilà, il ne suffit pas de parler la langue, et surtout,
bien souvent, son destin social est déjà écrit à l'avance. C'est quand même très difficile d'en sortir. On parle souvent de ceux qui sont méritants, qui ont réussi à sortir de leurs conditions. La plupart du temps, ce sont des exceptions. Sarah, elle est comme tout le monde. C'est pas une héroïne, c'est une jeune fille qui ne peut pas échapper à son destin social et qui, même si avec la fougue de l'adolescence, elle peut se dire qu'elle peut y arriver, la réalité, c'est que bien souvent, on ne peut pas. Alors, dans le livre d'Emily, c'est un petit peu la même chose. On est à Port-au-Prince, mais là, Emily nous fait pénétrer avec son livre Les villages de Dieu dans des quartiers où on ne peut pas mettre les pieds. Même Emily ne peut pas vraiment y mettre les pieds. Ce sont des quartiers dans les quartiers pauvres et qui sont gérés, on peut le dire comme ça, hein, par des gangs, par des chefs de gangs. Totalement, oui, par des chefs de gang qui imposent leurs lois et qui s'entretuent, qui s'affrontent, qui tuent d'autres personnes. Donc voilà, c'est des cités que j'appelle les villages de Dieu. C'est une métaphore parce qu'il y a vraiment le village de Dieu qui est très connu avec des chefs de gang d'une violence incroyable et des cités voisines qui s'affrontent, mais où la religion est très présente. La religion est très présente, les églises sont les seuls lieux de socialisation et voilà, on parle de Dieu, on prie, mais on se bat aussi, on se tue. Et on tue, et on voilà, tout ça cohabite. C'est bon, et il faut quand même dire que dans ce monde, dans ces mondes-là, dans ces quartiers, les gens qui vivent, les petites gens qui vivent dans ces quartiers sont bien obligés de subir la loi de ces chefs de gang qui peuvent leur apporter leur protection s'ils font ce qu'ils désirent, mais qui peuvent aussi être violents. Voilà, qui sont violents, qui décident du sort des uns et des autres, qui s'érigent en juges, puisque ce sont des zones de non-droit où la justice, les institutions républicaines ne sont pas présentes. Donc, ils incarnent la justice et ils mettent même... ils s'occupent de la paix des ménages. C'est-à-dire, oui, il y a un problème, ils vont faire la paix et si la femme est jolie, ils repartent avec elle. C'est pas tellement la paix des ménages, ça, quand même. Exactement. Et pour se succéder, parce que les chefs, pour remplacer le chef, il faut le tuer. Donc, il y a souvent, on entend des nouvelles comme ça. Les lieutenants ont assassiné tel chef pour le remplacer et ainsi de suite. Parce qu'il faut que ça soit le tour de chacun, que chacun fasse son petit tour de chef. Et souvent, voilà, il y a des affrontements aussi entre des gangs rivaux. Donc, et ce qui est étonnant aussi quand même, c'est que ces gangs, ils vont parfois discuter avec des ministres, ils vont parfois, enfin les chefs de gang, c'est absolument fou quand même. Ben oui, ils discutent avec des politiques, des chefs religieux et tout, parce que en fait, ce sont des jeunes gens qui ont été armés par des gens d'argent et des politiques. Parce qu'ils habitent des maisons précaires, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas été à l'école, ils n'ont pas accès aux services de santé, à rien du tout. Et ils ont des armes qui coûtent 8, 10, 12 000 dollars avec des grenades et ils ont des munitions. Les munitions coûtent cher, ils sont approvisionnés en munitions. Donc ces gens d'argent donnent de l'argent à ces jeunes pour protéger leurs biens, leurs magasins et les politiques aussi pour pouvoir rester au pouvoir, pour pouvoir faire du chantage et tout ça. Donc c'est des milices privées, donc des milices privées qui des ministres protègent... de la République, ça n'existe pas. Les milices privées qui un petit peu, oui, un peu. un petit peu, oui, c'est des milices privées, donc c'est des hommes de main, donc qui terrorisent la population. Non, mais ils peuvent aussi, par exemple, je me permets parce que j'ai lu le livre aussi, mais ils peuvent par exemple aller aider, donner de l'argent pour l'enterrement de la mère de la narratrice, de la grand-mère, voilà, parce qu'ils ont leur côté Robin des Bois. Des fois, ils pillent des camions, de marchandises et ils distribuent à la population. Ils déterminent les prix. Moi, je me rappelle
et l'année dernière, et on disait que la bière coûtait moins cher au village de Dieu parce qu'ils avaient pillé tous les camions de la brasserie qui passaient sur la route et du coup, la bière était vendue à moitié prix. Donc les gens disaient, ben, ce serait bien qu'on aille boire de la bière au village de Dieu. Donc, Et alors, il y a le quartier de la puissance divine, il y a des noms comme ça. Je te le donne parce que je vais vous demander à chacune, si vous êtes d'accord, j'aurais pu vous le demander avant, je ne l'ai pas fait, mais là j'ai choisi pour toi cette fois, tout à l'heure, hein, tu nous liras un petit je dirai tout extrait. à l'heure. J'ai choisi l'extrait là. Je suis dirigiste. Voilà. Et alors, on va revenir tout de suite à Leïla, mais j'aimerais que Kim nous parle un petit peu, elle aussi, de ce livre, parce que dans ce livre-là, il y a aussi des mondes qui j'allais dire, qui se chevauchent, qui sont à côté les uns des autres. Il y a il y a un Français dans l'histoire. Il va épouser une femme vietnamienne. Ils vont avoir un enfant. C'est d'abord situé là dans l'histoire le moment où se passe ce récit, Kim. Ça a traversé. En fait, je voulais parler seulement de l'opération Baby Lift, c'est-à-dire un mois avant la fin de la guerre entre le Vietnam du Nord et Vous entendez bien? Je pense que tu peux parler un petit peu plus fort, Kim, je crois. Ah oui, bien sûr, voilà. Bien sûr. Au tout départ, je voulais seulement parler de l'opération Baby Lift, qui est une opération programmée par les Américains qui voulaient sortir les bébés un mois avant la fin de la guerre. Et là, il y a une autre image qui est venue, c'était un bébé dans une boîte de carton, une photo que j'ai vue comme ça. Ce bébé-là était tout petit, mais il y avait un autre garçon à côté. Et là, je me disais, mais il faudrait peut-être que je combine ces deux univers-là. Et mettre ces bébés-là dans cet avion qui a quitté le Vietnam pour rejoindre les États-Unis. Ce premier voyage, ce premier avion a explosé en plein ciel. Et donc, je voulais... C'est historique, hein, ça a vraiment existé. Oui. Tout ça, ce sont des faits historiques. Mais bon, les deux bébés, évidemment, je ne sais pas si c'était ces deux bébés-là. Et c'est là où j'ai fusionné les différents univers ensemble. Et je vous dirais que ce livre, oui, parle de... Et là, évidemment, il fallait que je raconte d'où venaient ces deux enfants-là ou ces deux orphelins. Et donc, c'était des enfants métis. Et donc, métis deux fois, c'est-à-dire une fois avec la France et puis une fois avec les Américains. Et donc, il fallait que je retourne en arrière et raconter un peu cette période où la France était présente au Vietnam. C'était la grande époque du caoutchouc. Oui. Il y avait la ruée sur le caoutchouc comme il y a eu la ruée sur l'or, presque. Exactement. Et j'ai découvert pendant la recherche et tout ça comment c'était très intéressant cet univers de caoutchouc qui a été en fait importé de l'Amazonie. Et la première raison pourquoi on a importé du latex, c'était pour fabriquer des jarretières. Pour que les femmes puissent porter les bonnes nylons à l'époque. Et ça commençait avec ça. Et par la suite, avec la guerre, c'était pour faire des préservatifs pour protéger les soldats. Parce qu'avec cette première guerre entre l'Allemagne et la France, on a découvert que 2/3 des soldats sont tombés malades à cause de toutes ces relations sexuelles avec les femmes qui venaient travailler autour des campements. Et donc, voilà, une histoire après une autre. Mais surtout, je crois, pour moi, ce livre-là, c'était pour décrire un seul univers, mais avec des points de vue différents. Oui. En ce sens que, par exemple, cette guerre au Vietnam, on l'appelle la guerre américaine. Mais aux États-Unis, on l'appelle la guerre du Vietnam. Et les deux ont raison, parce que les États-Unis ne peuvent pas appeler cette guerre la guerre américaine, parce qu'ils sont déjà américains. Et la même chose pour le Vietnam. Ils ne pouvaient pas appeler cette guerre autrement que la guerre américaine, parce qu'ils sont vietnamiens, ils sont au Vietnam. Et je me suis dit, mais il n'y a personne qui a tort.
C'est tout simplement que nous avons des points de vue très différents pour la même guerre et on l'appelle même différemment. Et donc, voilà, c'était pour décrire un même univers, mais de plusieurs points de vue. C'est un livre assez bouleversant, avec des chapitres qui, comment dire, c'est comme un chapitre qui amène vers l'autre chapitre, puis vers l'autre, enfin, les personnages surtout d'ailleurs. Hein, voilà. Et puis, il y a un moment d'ailleurs où on parle de... voilà, il y a des petits chapitres très courts, on y reviendra peut-être. La France, par exemple, le chapitre France. Elle s'est implantée au Vietnam en cultivant les terres. Elle s'est si bien enracinée que les Vietnamiens utilisent encore au moins une centaine de mots français tous les jours sans en être conscients. Alors, vous les citez... café, gâteau, beurre, cyclo. Alors moi, je ne vais pas les dire en vietnamien. Ça donne quoi, par exemple? Gâteau, on le prononce de la même façon? Gâteau, Pareil. ça se prononce de la même façon, mais le plus drôle, c'est qu'au Vietnam, quand on parle de gâteau, il y a le mot gâteau en vietnamien avant le mot gâteau. Donc, c'est gâteau, gâteau. Et quand on parle de gâteau, ben, c'est le gâteau avec le crémage au beurre et tout ça, alors qu'il y a d'autres sortes de gâteaux au Vietnam où le mot commence aussi gâteau, mais avec un autre mot. Donc, quand on parle de gâteau, c'est gâteau d'anniversaire, vous voyez, avec une crème au beurre. Donc, c'est très, très précis. Et par exemple, la bicyclette, vraiment le frein, on le dit fan, donc ça vient vraiment du mot frein. Et la même chose pour le mot fourchette, tout simplement parce que les Vietnamiens ne mangeaient pas du tout avec la fourchette. Oui. Donc l'objet est importé. Et donc le mot aussi, et donc dans le nord du Vietnam, on appelle encore la fourchette fourchette. Alors, juste un mot sur la construction du livre qui est assez original. Les chapitres sont courts. Très souvent, les titres des chapitres nomment des personnages du livre. Par exemple, la nourrice et Tam. Tam, c'est le petit, la petite, je sais plus. Petite oui, ou petit? La petite fille. Du français et puis de la De- vietnamienne oui. rebelle. Voilà. Et par exemple, à un moment, il y a aussi un chapitre sur les coulis. Comment Oui. on prononce ça? Oui. Et le mot coulis, vous savez, en vietnamien, j'ai été élevée avec ce mot-là et je pensais que c'était un mot vietnamien. Et il a fallu beaucoup de temps, en fait, je vous dirais, j'ai 53 ans, donc jusqu'à l'âge de 45 ans, je crois, je n'avais jamais questionné ce mot. Un jour, comme ça, je me dis, mais le vietnamien est monosyllabique. Donc, le mot coulis ne peut pas être un mot d'origine vietnamienne. Vous voyez? Et donc, je suis allée chercher. Et là, ça a ouvert sur plein d'autres univers et ça rejoint en fait le Canada où il y avait beaucoup d'ouvriers, des coulis de la Chine qui sont venus travailler ici. Et parce qu'il y a eu tous ces ouvriers chinois, il y a un plat au Québec qu'on appelle le pâté chinois. Il n'y a rien de chinois dedans. C'est vraiment du bœuf haché. C'est un peu comme un parmentier, mais du bœuf haché, du blé d'Inde ou maïs, hein, et une purée de pommes de terre étagée comme ça. Et c'est le plat national, en fait, au Québec, mais qui s'appelle le pâté chinois. Mais c'est parce qu'on nourrissait les coulis, les ouvriers à l'époque, avec ce plat. Qui coûtait beaucoup moins cher que les autres nourritures et qui remplissait bien. Et donc, c'est là où on voit tous les liens, en fait, dans le monde. On vit sur une planète. Voilà. Oui, des liens qui font un monde, mais qui sont quand même très, très divers. On découvre, par exemple, les relations des nourrices avec les enfants, qui sont beaucoup plus que des simples servantes ou de simples nourrices, etc. etc. On ne va pas raconter tout le livre parce qu'il faut le découvrir. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais je voudrais que maintenant, Leïla nous parle aussi de cet entre-deux-mondes. Alors moi, j'ai lu les deux livres et celui-là, Le pays des autres, on parlera de Parfum des fleurs, parce que c'est très important justement dans le thème de ce congrès sur l'écriture. Mais dans Le pays des autres, j'ai
beaucoup aimé ce livre aussi. Et en même temps, j'étais un peu désespérée parce que je me disais... Alors, on peut situer peut-être... Il y a une Alsacienne, Mathilde, qui va tomber amoureuse d'Amin, un Marocain, qui est venu combattre dans l'armée française et qui va quitter son Alsace natale pour aller vivre au Maroc. On est en 1944 et c'est pas facile. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais je ne sais pas, je suis prise entre... Mathilde, elle fait des efforts. Ah bon, c'est difficile, la société marocaine de cette époque et le regard porté sur cette Alsacienne que vous avez faite, en plus, corpulente et très grande, comme pour, je ne sais pas, impressionner davantage. Pourquoi cette importance donnée à son allure un peu... Parce qu'elle est comme ça. Elle est comme ça, elle m'est apparue immédiatement comme ça. Elle est très grande, elle est très blonde, elle a des yeux verts. Alors elle est inspirée, Mathilde, de ma grand-mère. Donc il y avait aussi l'image de ma grand-mère qui revenait sans cesse. Et surtout, cette blague qu'on a fait dans ma famille depuis que je suis petite. Mes grands-parents étaient séparés par 15 cm de différence. Ma grand-mère était 15 cm plus grande. Et mon grand-père, ça le rendait fou de rage. Donc mon grand-père cherchait toujours des marches d'escalier. Et dès qu'il était à côté de ma grand-mère, il se mettait sur une marche pour avoir l'air d'être à la même hauteur, surtout pour les photos de famille, etc. Donc j'aimais cette idée qu'elle soit d'abord très ancrée. Elle est très terrienne. C'est une femme qui a de très grands pieds. Donc souvent, elle a du mal à mettre des chaussures. Elle est souvent pieds nus et elle est posée comme ça. C'est pas une femme fragile, c'est pas une femme glamour. Elle n'est pas particulièrement belle, mais elle est en tout cas très sensuelle, très présente au monde. Et très amoureuse et elle est pleine de bonne volonté quand même. Elle a envie de comprendre et d'être acceptée par la communauté. Moi, je pense qu'elle est ambiguë quand même. Elle est traversée par plein de contradictions. À la fois, elle a envie de comprendre. Elle a envie d'abord d'apprendre l'arabe. Elle a envie de comprendre les traditions de ce pays, cette culture. D'ailleurs, elle va apprendre l'arabe. Elle a envie de se trouver une occupation. Elle veut pas être une femme désœuvrée qui attend son mari. Elle veut pas être traitée comme juste une femme qui est là, qui attend, qui est docile, qui dit oui à tout. Donc, quand son mari a des activités sociales, par exemple, quand il sort dans les bars, elle veut aller avec lui partout où il va, mais en même temps, elle est quand même ambiguë parce que elle a aussi en elle des petits relents de racisme. C'est une femme qui a quand même été élevée dans l'idéologie coloniale. Elle a grandi en Alsace, elle a grandi en France, dans un pays où, depuis qu'elle est enfant, on lui a sans doute répété que les Noirs, ils appartenaient à une race inférieure, que les Arabes étaient des gens cruels, que les Indigènes, c'était des gens qui avaient une sexualité comme ci et comme ça. Donc, même si elle est ouverte, il n'empêche qu'elle a quand même quelques préjugés et qu'elle reste persuadée qu'en tant que femme blanche, femme occidentale, elle a un certain pouvoir sur les autres et donc elle est frustrée de se rendre compte qu'en épousant un arabe, en épousant un indigène, en fait elle a perdu ce privilège qu'elle aurait pu avoir si elle s'était mise avec un homme de la même nationalité ou de la même culture. C'est vraiment quand même une femme qui vit entre deux mondes là. Ah oui, en fait, elle vit entre plein de mondes différents, parce qu'elle vit entre le monde, effectivement, de la culture de son mari, qui est la culture marocaine, dans une ville, qui est la ville de Meknès, qui est vraiment une sorte de prototype de la petite ville coloniale, telle que la pensaient les Français de l'époque. J'ai beaucoup travaillé sur des cartes de Meknès. J'ai retrouvé énormément de cartes de 1948 à 1956, et c'est vraiment intéressant de voir la topographie de la ville. C'est une ville qui est marquée vraiment par les frontières. C'est une ville profondément ségrégée. Et l'urbanisme du protectorat au Maroc était un urbanisme de la ségrégation. Donc on avait vraiment le quartier arabe, le quartier juif et la ville européenne. Et moi, je me souviens très bien, moi j'ai connu mon arrière-grand-mère qui disait plus on vivra séparés, plus on vivra heureux. C'est-à-dire il ne fallait pas se mélanger. On n'est pas en conflit, il n'y a pas de problème, chacun vit chez soi, on se rencontre dans la journée parce que, alors on va chez, par exemple, le commerçant juif pour tel type de truc, le commerçant juif il vient dans la Médina pour tel type de choses, on va dans le quartier européen pour faire ça, mais ensuite c'est chacun chez soi, on ne se marie pas entre nous, on ne va pas à l'école ensemble, ce genre de choses. Donc
n'y avait pas du tout cette idée de mixité. Donc effectivement, Mathilde, elle est perdue là-dedans entre le monde des hommes et des femmes, parce qu'il y a aussi une absence de mixité des genres, une absence de mixité sexuelle qui en fait est parfois encore plus pesante pour elle, et puis une absence de mixité entre les différentes communautés qui vivent dans cette ville. Et ça ne va pas être un hasard si leurs meilleurs amis ne sont pas du tout ni de France, ni du Maroc, mais ce sont des Hongrois, donc lui c'est un juif apatride qui a perdu d'ailleurs la nationalité hongroise, et il se trouve que mes grands-parents avaient principalement des amis qui étaient comme ça, des gens qui venaient un peu ils avaient des amis arméniens, ils avaient des amis hongrois, et puis ça a aussi été merveilleux quand j'ai fait ces recherches sur cette époque au Maroc, c'est qu'on a toujours l'impression que le Maroc, c'était un protectorat français, mais il n'y avait pas que des Français au Maroc, et surtout pendant la Seconde Guerre mondiale et les conflits en Occident, il y a eu beaucoup de réfugiés. Donc le Maroc était aussi un pays où vous trouviez des Grecs, où vous trouviez des Arméniens, vous trouviez bien sûr des Espagnols, quelques Italiens. Et il y avait des Russes. Et j'ai même découvert que le fils de Tolstoï était enterré à Rabat. Donc je voulais aussi raconter ça, que ça n'était pas un monde manichéen. Il n'y avait pas que d'un côté les Marocains, juifs et musulmans, et de l'autre les Français. C'est un monde beaucoup plus divers que ça. Abigail, je vous passe votre livre et puis vous cherchez un petit extrait à nous lire aussi. J'avais envie que, voilà, on a beaucoup discuté dans ce congrès, on continue à le faire avec grand plaisir, mais je trouve que c'est bien de parler mais c'est bien d'entendre aussi vos mots, votre rythme, etc. Donc un petit paragraphe comme ça aussi, ce serait bien. Puis je vais demander la même chose, bien sûr, à Leïla. Je ne sais pas quel livre elle va choisir Alors, juste, est-ce que vous avez eu l'impression, Leïla, parce que je tourne autour de ce thème, mais c'est pas... Est-ce que vous avez eu l'impression d'entrer dans un autre monde quand vous avez accepté de passer cette nuit au musée à Venise, c'est un monde qui, a priori, ne vous intéresse pas vraiment. On peut le dire comme ça. Non, pas vraiment. Auquel je suis arrivée. D'abord, le musée lui-même est très très impressionnant, un peu intimidant. Et puis l'art contemporain, c'est pas quelque chose que je connais bien ou ça peut me toucher. Je mets pas tout dans le même sac. D'ailleurs, il y a des œuvres dans ce musée qui m'ont beaucoup beaucoup touchée. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui m'ont laissé un peu dubitative. Il y avait par exemple un ballon, vous savez, comme les ballons qu'on gonfle pour les anniversaires de nos enfants, qui était posé par terre. Il y avait écrit « Dans ce ballon, l'artiste et sa femme ont soufflé ». Et voilà, et ça c'était une œuvre. Et je me suis dit, en fait, je pense que ça venait d'une espèce de ressentiment de l'écrivain qui passe quand même 1 an à écrire un roman. Et je me suis dit, franchement, les boules, s'il suffit de souffler dans un ballon pour... ça m'a un peu agacée. Donc il y avait des trucs comme ça. Il y avait un papier noir, mais noir. Et il y avait écrit sur ce papier a été exposé à la lumière de la lune la nuit du je sais pas quoi. Et voilà, c'était juste un canson noir. Donc je me moque un peu de ça. Mais ce qui était intéressant à la Pointe de la Douane, c'est que la Pointe de la Douane, donc, elle se situe à un endroit de Venise qui est vraiment une sorte, pour le coup, d'entre-deux-mondes. C'était l'endroit où arrivaient les cargaisons d'Orient, donc de Byzance. Les cargaisons s'arrêtaient, on vidait les bateaux, on regardait ce qu'il y avait dans les bateaux, on faisait payer les taxes. Et là, on rechargeait de l'autre côté et on partait en Occident. Donc sur cette Pointe de la Douane, c'est vraiment fait une rencontre entre ces deux mondes. Les épices, mais même les livres, les idées, les gens arriver d'Occident et pénétrer dans le monde oriental et inversement de l'autre côté. Donc c'est ça aussi qui m'a intéressée. D'un coup, cet endroit qui était un peu... Parce qu'en plus, il n'y a pas de terre à Venise, c'est une ville sans terroir. Donc cet endroit qui flotte, finalement, me correspondait très très bien. Je me sentais très bien dedans. Et je raconte dans le livre, moi j'ai depuis plusieurs années une correspondance avec Salman Rushdie. Et j'écris à Salman Rushdie, je lui dis... Moi, je pense que je ne pourrai jamais être un vrai écrivain parce que je n'ai pas de pays. Un écrivain, il doit avoir un vrai... C'est ce que disait un peu Sami Tchak hier dans la rencontre. Comment on peut être un vrai écrivain quand on ne parle pas à son peuple ou de son peuple? Et en fait, Salman Rushdie m'a dit, mais tu te trompes complètement. Il m'a dit, on peut être complètement arraché à ça, on peut être le cul entre deux chaises, mais c'est un endroit, le cul entre deux chaises. Et ben, raconte cet endroit entre les deux chaises, ça n'est pas rien. Oui, il y a tout un paragraphe que vous consacrez à cette conversation. Le livre lui est dédié. Oui, le livre lui est dédié. Donc, finalement aussi, cette nuit passée dans ce musée, ça a été un moment assez propice à la réflexion,
à la distance par rapport à l'écriture. Vous écrivez beaucoup de choses sur l'écriture. Vous dites, par exemple, que l'écriture est discipline, elle est renoncement au bonheur, aux joies du quotidien. On ne peut chercher à guérir ou à se consoler, on doit au contraire cultiver ses chagrins, comme les laborantins cultivent des bactéries dans les bocaux de verre, par exemple. Oui, après, c'est une vision subjective. Tout le monde ne le voit pas forcément de la même manière. C'est pas quelque chose que j'assène comme une vérité universelle. En tout cas, elle est comme ça pour moi. Et puis, beaucoup des écrivains que j'aime partagent cette vision. Moi, j'aime énormément lire les correspondances d'écrivains, les journaux d'écrivains. Et je crois que malgré tout, à un moment, tous les gens, je pense, qui écrivent, on est obligé à un moment, effectivement, d'être dans une forme de discipline. On doit être dans une forme de concentration. L'écriture demande quand même une immense concentration. On ne peut pas faire 1000 choses en écrivant. Et puis, on y pense tout le temps. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le fait que je sois enfermée pendant une nuit au musée, je pourrais penser à plein de trucs. Et je pense à ça. Je pense à l'écriture. Je n'arrête pas de me poser des questions. Et en fait, parce que je pense peut-être, nous tous, on se pose cette question, pourquoi est-ce que ça devient de plus en plus important dans nos vies? Moi, j'ai l'impression que c'est devenu dévorant. Je me réveille le matin et je pense à qu'est-ce que je vais écrire et comment je vais écrire et qu'est-ce que je vais raconter. Et j'y pense à la fois d'une manière qui est très excitante, qui me plaît beaucoup, et en même temps, parfois, ça me pèse terriblement parce que j'ai besoin de respirer. Je voudrais penser à autre chose, mais je n'y arrive pas. Est-ce que c'est la même chose pour vous trois? Oui, je suis d'accord avec Leïla. Émilie. J'ai été faire une promenade à la Médina tout à l'heure et dans les dédales, je ne pensais qu'à ça. Voilà, à un titre, à un personnage, quel contour lui donner, voilà, quelle relation devrait-il avoir avec sa mère. Voilà, c'est toujours en vous. Vous êtes prisonnière de tout ça. Des fois, c'est très, très difficile. On a envie de s'extraire, d'être un petit peu comme tout le monde, de vivre, de profiter de ce qu'on voit. Finalement, faire le ménage ou la vaisselle, ça change les idées, non? Mais pendant ce temps, on y pense. C'est vrai qu'on peut penser en faisant la vaisselle ou le ménage aussi. Je rebondis là-dessus. C'est vrai que moi, dans mon expérience, j'ai eu souvent des matins où je me levais et je me disais, je vais cesser d'écrire. C'est plus possible. En fait, je peux plus vivre comme ça. Je peux plus vivre enchaînée à cette activité-là. Et puis, 1 heure passe, 2 heures passent, 3 heures passent. Et en fait, en moi, ça a écrit. Et donc, c'est trop tard. Je suis déjà dans la machine. Et c'est comme si, je pense, quand on commence à écrire, on ne cesse plus jamais. C'est plus possible d'arrêter, même si on est très motivé. Moi, je suis très motivée quand je vais arrêter d'écrire. Et en fait, c'est trop tard. Et contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, quand un livre a du succès, c'est encore un autre problème. Évidemment, il y a un certain bonheur en pensant aux droits d'auteur qui vont arriver, mais aussi on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire après? C'est encore plus lourd, c'est plus oppressant. Est-ce que je pourrais faire mieux après? Kim? Je suis peut-être moins, oui, enclin à écrire. Ou sinon, j'aime les mots. J'aime beaucoup les mots et les histoires. Et j'ai toujours envie de partager les histoires. Mais j'ai la même satisfaction à les raconter qu'à les écrire. Et quand j'écris, vraiment, je suis une lectrice de ce que j'écris parce que je ne sais jamais ce que je vais raconter. Et donc, c'est la seule motivation, en fait, pour m'obliger de m'asseoir pour écrire parce que j'ai hâte de savoir ce qui va arriver au personnage. Donc, je suis peut-être moins obsédée par l'écriture que vous. Ceci dit, je suis allée à une soirée avec... et il y avait mon frère, un ami, et moi, on a rencontré ce monsieur qui était extraordinaire. Donc, en sortant de la soirée, j'ai dit à mon frère et à cet ami, j'ai dit, mais il faut absolument que je raconte son histoire. Il faut que j'écrive un livre avec un personnage inspiré de lui. Et mon frère, qui est actuaire dans les assurances et tout ça, il dit, tu sais, mais lui, c'est vraiment un monsieur, un as en assurance. Et il voulait l'engager pour son équipe. Et puis, mon autre ami qui est réalisateur à la radio, il dit, mais t'as entendu sa voix est magnifique. C'est une voix radiophonique et tout ça. Il voulait l'inviter absolument à son émission. Et donc, oui, finalement, peut-être que oui, je pense toujours à raconter une histoire. Peut-être que les écrivains sont un peu dévorateurs du monde. On cherche ce qu'on peut manger dans le monde, ce qu'on peut faire livre.
Des prédateurs, prédatrices généreuses. Des prédateurs généreux, Leïla. Puisque vous redonnez. Vous redonnez, mais avec avantage. Et est-ce que quand vous écrivez quelque chose, vous êtes parfois surpris de la manière dont... parce que le lecteur s'approprie le livre en quelque sorte, on s'approprie l'histoire. Est-ce que vous êtes surpris parfois par des réactions de lecteurs qui mettent le doigt sur quelque chose à laquelle vous n'aviez pas pensé, mais qui s'avère finalement peut-être juste? Tout le temps. Oui, tout le temps. Ouais. Tout le temps. Oui, ou l'inverse, ou des gens parfois qui ont des interprétations mais complètement folles ou très très bizarres. Moi, je me rappelle très très bien qu'au Brésil, avec mon livre Chansons douces, je fais une présentation, puis arrivent 3 femmes grandes bourgeoises brésiliennes de São Paulo qui me disent « Oh là là, on a vraiment aimé votre livre, vous avez raison. Hein. Les domestiques, c'est l'horreur !» Et en fait, voilà, c'était une mésinterprétation totale de mon livre. Alors, tu nous lis un extrait. Alors, je rappelle que le titre d'Emily, ce sont les... Oui, ça, je vais y arriver. Pouf, je pousse tout. Le livre d'Emily s'intitule « Les villages de Dieu ». Il est paru dans la collection Mémoire d'Encrier. Et tu nous lis un petit extrait. Tu veux bien? Ça ne t'ennuie pas de lire l'extrait que j'ai choisi? Parce que ça permet de présenter Célia, Cécé, qui est la narratrice de cette histoire. Cécé. Célia, je suis une fille avec une histoire très ordinaire. Ma mère fut ma grand-mère. De famille, je n'ai eu qu'elle, jusqu'à ce que Fredo revienne de voyage. Mais il sera toujours plus ou moins un parent lointain. Tonton, comme ses cousines de grand-mâ qui arrivaient de Maniche, non loin de la ville des Cailles, dans le sud, quelquefois hésitantes, ayant perdu le fil de leur relation avec cette parente qui s'était installée dans la capitale, y avait bâti sa maison. Tonton avait si peu de moments de lucidité que Ma avait fini par dire un jour qu'elle avait dû se rendre coupable de quelque chose qu'elle payait à travers ses enfants. Au moins il était là. C'est à la maison qu'il venait digérer son alcool, qu'il passait de longues heures à dormir, qu'il se laissait entretenir par sa mère malgré son âge, la rendant responsable, coupable presque de l'avoir mis au monde. Voilà, c'est donc un petit aperçu de ce livre. Abigail, on peut découvrir un petit extrait aussi? Il faut peut-être le situer, je ne sais pas ce que vous avez choisi. C'est vers le tout début du livre, c'est la rencontre de Sarah et Driss. Sarah rencontre ce garçon sur lequel elle jette son dévolu pour l'épouser et lui prendre tout son argent. Il tournait déjà les talons pour rejoindre sa moto, de sa démarche de canard qui lui faisait tressauter le ventre, lorsque Camille souffla. Ce mec, c'est le plus riche des riches, plus riche que nous tous, peut-être aussi riche que le roi, mais tu vois, malgré ça, c'est un bon gars. Ça avait commencé comme ça, parce que Driss était riche, plus riche que tous et autant que le roi, plus riche que Camille et la villa à Darboisa. Mais aussi peut-être parce que dans ses yeux verts minuscules, il y avait le thym et aussi le laurier dont elle avait vu les feuilles fondre tant de fois quand elle était enfant dans les tagines de bœuf que préparait Loubna. Loubna, c'était la jeune fille de sa copine Séverine, chez qui toute l'année de CM2, elle était allée manger le mercredi. Au lieu de dire bonne, Séverine disait jeune fille, parce qu'elle était polie et qu'elle était française. Et Sarah, la bouche pleine et les dents sales, disait « Moi aussi, chez moi, il y a une Loubna, avec des feuilles de thym, du bœuf et des olives, et des marmites en terre cuite, comme toi. Il y a aussi de l'or, des couronnes, des diamants sur le sol, et on trébuche sur eux dans ma grande villa, comme ici, comme toi. Ce n'était pas grave si Séverine ne la croyait pas. » Merci. On va rappeler le titre du livre paru chez Gallimard. Aussi riche que le roi. Et puis, oui. Et puis, il faut vraiment que je prenne quelque chose de chaud. Leïla, vous avez choisi quoi? Pour parler de la langue, j'ai choisi un petit passage où Mathilde, quand elle arrive au Maroc, écrit des lettres à sa famille pour raconter ce qu'elle vit dans ce pays. Et puis elle écrit surtout beaucoup de mensonges. Tout dans le paysage était inattendu, différent de ce qu'elle avait connu jusqu'alors. Il lui aurait fallu de nouveaux mots, tout un vocabulaire débarrassé du passé pour dire les sentiments,
la lumière si forte qu'on vivait les yeux plissés, pour décrire la stupeur qui la saisissait jour après jour devant tant de mystères et tant de beauté. Rien, ni la couleur des arbres, ni celle du ciel, ni même le goût que le vent laissait sur la langue et les lèvres ne lui était familier. Tout avait changé. Mathilde s'enfermait dans la chambre et elle écrivait. Elle y prenait rarement du plaisir, tant à chaque fois qu'elle se lançait dans la description d'un paysage ou dans l'évocation d'une scène vécue, son vocabulaire lui semblait limité. Elle butait sans cesse sur les mêmes mots, lourds et ennuyeux, et elle percevait alors de manière confuse que le langage était un champ immense, un terrain de jeu sans limite qui lui faisait peur et qui l'étourdissait. Il y avait tant à dire et elle aurait voulu être mot-passant pour décrire le jaune qui recouvrait les murs de la Médina, pour rendre vivante l'agitation des jeunes garçons qui jouaient dans les rues où les femmes glissaient comme des fantômes, enveloppées dans leur haïk blanc. Elle convoquait un vocabulaire exotique qui, elle en était certaine, plairait à son plaire. Elle parlait de razzia, de fellah, de djinn et de zélige, de toutes les couleurs. Merci beaucoup. On rappelle le titre aussi du livre. Je vous laisse parler parce que là, je ne peux plus. Le pays des autres. Et puis, le parfum. Voilà, le parfum des fleurs, la nuit. Je voulais lire un petit extrait parce que Kim, est-ce que vous pouvez lire un petit... Vous n'avez pas le livre? Si? Oui, si. Ah, super. Eh bien, allons-y. Oui, bien sûr. Super. Alors, on a parlé de l'opération Baby Lift, donc je voulais un petit passage qui décrit un petit peu cet avion qui évacuait les orphelins. Alors, Naomi est descendue de l'avion après y avoir embarqué ses orphelins. Elle se trouve encore sur le tarmac quand l'appareil explose en plein envol. Beaucoup ont longtemps cru qu'il avait été touché par un tir ennemi. Pourtant, la cause était une simple brèche, un défaut mécanique qui a arraché une porte et la queue de l'appareil. D'un coup, les rêves de 78 enfants et de 46 militaires sont partis en fumée. Au tout dernier moment, le pilote a réussi à poser l'avion en feu sur le dos dans une rizière. Parmi les 314 passagers, 176 ont survécu. Un des militaires secouristes a récupéré dans cette terre boueuse un corps qu'il croyait vivant, car il ne voyait aucune blessure ni égratignure. 40 ans plus tard, il se souvient encore de l'instant exact où il l'a soulevé. Ses yeux voyaient un bébé endormi à la peau intacte, mais ses doigts avaient la sensation de tenir un sac de billes. Cette contradiction a provoqué une déflagration dans sa tête et a fait éclater son cœur en miettes, comme les os du bébé. Oui, c'est un moment... Ah oui, c'est un moment incroyable. Et cette histoire, elle a pas été tellement racontée, si? Oui, peut-être pas assez, mais... Naomi, il faut dire que c'était une femme qui essayait de sauver justement des orphelins. Elle va envoyer un autre groupe d'orphelins après, mais elle essaye de sauver ses enfants et en fait, ils vont trouver la mort, quoi. Et le témoignage du soldat est vrai. Je l'ai entendu témoigner, qui disait que it felt like a bag of marbles. Oui. Vous imaginez de soulever ce corps de bébé et de ressentir, de sentir au bout de ses doigts un sac de billes. C'est fou. Ah. Je me disais, je ne pouvais pas passer à côté, il fallait que je partage en fait ce moment d'un jeune garçon de 18-20 ans qui n'avait probablement jamais tenu un bébé dans ses bras. Et le premier bébé, c'était un bébé cassé en petits morceaux à l'intérieur. Je pense qu'il s'en souviendra toute sa vie. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait un petit tour du monde, là, avec vous. Et je vous remercie d'être venus sur le plateau. C'était un joli moment. Maintenant, je vous invite tous, que vous soyez ici ou derrière l'écran, à découvrir le reste des histoires dans les livres dont on a parlé tout à l'heure. Merci à vous tous. Merci, cher Kim, et puis à bientôt. Merci, Mariette. Merci Abigail, merci Leïla, merci Emily. Et puis, alors dans un instant, je crois qu'il va y avoir un grand entretien avec Véronique Tadjo par visioconférence. Et puis moi, je vous retrouve tout à l'heure pour mon dernier plateau que signifie écrire en français aujourd'hui, avec Kamel Daoud, s'il est remis je crois qu'il était un petit peu souffrant, j'espère qu'il va être là, Maïs Abay et Faiza Zouari. Merci, à tout à l'heure.